Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. L'Atlantide. S'il existe un continent légendaire, cher au cœur des hommes et profondément ancré dans la culture populaire, il s'agit certainement de la mythique Atlantide. Simple fable parabolique des temps anciens pour certains, pure réalité historique pour d'autres, l'histoire de ce continent disparu ne cesse pourtant de nourrir l'imaginaire des hommes. Si aucune trace archéologique ni aucun vestige matériel de ce continent perdu n'ont aujourd'hui été officiellement retrouvés, nous avons pourtant bel et bien des informations concrètes concernant l'Atlantide. Alors certes, nous ne disposons pas de centaines de témoignages, ni même de dizaines de récits. Mais les rares textes restant à notre disposition sont particulièrement crédibles. Cette crédibilité repose principalement sur l'auteur de ces récits, Platon. Bien loin des fabulations hollywoodiennes modernes ou des délires créatifs et imaginaires des plus grands romanciers des siècles passés, Platon était un philosophe grec qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Disciple de Socrate, maître d'Aristote et homme politique respecté, Platon était un penseur et un analyste de son époque. Reconnu par ses pairs et apprécié de tous, il était également écrivain. Et c'est de ses écrits que nous parviennent aujourd'hui les seules traces concrètes faisant mention de l'Atlantide. Platon était donc un homme sensé, cartésien et factuel, et si l'ensemble de ses pensées et analyses n'ont jamais fait l'objet de discréditation, il n'y a donc aucune raison valable pour que ses propos sur l'Atlantide ne soient pas crédibles. Les informations qu'il nous a transmises dans ses écrits lui proviennent d'anciens prêtres égyptiens, et Platon n'est donc pas contemporain de cette civilisation atlante. On pourra toutefois noter que, d'après ces textes, il existe une corrélation directe entre l'Atlantide et l'Égypte antique. Dans ses ouvrages intitulés le Timée et le Critias, écrits il y a 2400 ans, Platon mentionne l'existence d'une puissante civilisation antique extrêmement avancée, socialement et militairement structurée, ayant vécu sur un continent insulaire au milieu de l'océan Atlantique, il y a plusieurs milliers d'années. Cette civilisation atlante aurait parcouru le monde grâce à ses connaissances navales et à sa flotte performante, puis aurait subitement disparu en quelques heures ou quelques jours tout au plus, dans un terrible cataclysme, entraînant raz-de-marée et tremblements de terre avant de littéralement disparaître de la surface de la Terre. Si tout le monde connaît dans les grandes lignes cette fabuleuse histoire, toujours recouverte du voile transparent de l'amnésie, personne n'est, à ce jour, parvenu à prouver la véracité des propos de Platon. Pourtant, nous pouvons légitimement nous demander, compte tenu de la grandeur de la civilisation atlante telle qu'elle nous est présentée, s'il ne serait pas possible de retrouver des marques qu'un peuple aussi développé aurait pu laisser derrière lui. Si la grande civilisation atlante a bel et bien disparu soudainement dans un terrible cataclysme, il est possible que certains y aient survécu, partis en exil forcé et obligés de conquérir de nouveaux territoires. Les vestiges matériels, les artefacts et les sites précis ne peuvent être recherchés, découverts et officialisés que par les archéologues, les historiens et autres personnes dédiées à ce type de démarche. S'il nous serait extrêmement difficile de nous rendre personnellement au milieu de l'Atlantide pour aller sonder les fonds marins en quête de vestiges atlantes, nous pouvons toutefois observer et rechercher les éventuelles traces géologiques, topographiques et marqueurs culturels que ce peuple insulaire antique aurait pu laisser derrière lui.
Ce travail, aussi minutieux que complexe, a été réalisé avec brio par Romain Priou, géographe, conférencier, chercheur amateur et passionné inconditionnel de ce sujet. Nous allons donc nous baser sur son travail magistral pour tenter de mieux comprendre si des traces de l'Atlantide et de cette civilisation si mystérieuse pourraient encore être visibles aujourd'hui. Commençons par le commencement et retraçons les grandes lignes majeures concernant le continent et la civilisation atlante. En ce qui concerne le continent de l'Atlantide, les informations transmises par Platon nous stipulent qu'il s'agirait d'une île de grande taille, au centre d'un océan, et située au-delà des piliers d'Hercule. Et concernant la civilisation atlante, les écrits du philosophe grec mentionnent une ville capitale constituée de 3 enceintes circulaires concentriques, une maîtrise de l'agriculture, de grandes connaissances navales, un niveau technologique au moins équivalent à celui de l'Antiquité, une adoration pour des animaux sacrés, un lien très fort avec le monde marin, et la présence récurrente de 3 couleurs dans les constructions. Si nous ne pouvons pas rechercher directement les restes archéologiques et matériels de l'Atlantide, nous pouvons observer les différentes cartes existantes et les coupler avec les informations de Platon afin de voir si une corrélation peut être faite entre les lieux et le terrain. D'après les dires de Platon, le continent atlante serait situé au cœur de l'océan, par-delà les piliers d'Hercule. Si on se base sur la localisation de Platon comme étant en Grèce, à Athènes, ou du moins dans le bassin méditerranéen, et puisque les piliers d'Hercule sont communément admis comme étant le détroit de Gibraltar, séparant le Maroc de l'Espagne, on peut donc supposer que l'Atlantide serait située dans l'océan Atlantique Nord. On pourrait également noter avec cette localisation la corrélation immédiate entre la dénomination de ce continent et celle de l'océan où il est supposément situé. Pour toutes celles et ceux qui douteraient de l'existence possible de ce continent aujourd'hui disparu, ou pour celles et ceux qui penseraient qu'il ne se situait pas en Atlantique, dites-vous qu'il y a peut-être anguille sous roche. Car les anguilles, justement, à l'instar d'autres poissons dans le monde, comme les saumons, frayent sur des milliers de kilomètres pour se reproduire. Nos anguilles européennes traversent aujourd'hui l'océan Atlantique Nord pour aller pondre leurs œufs dans la mer des Sargasses, au large des Caraïbes, à plus de 6000 km de leur lieu de vie. Un an plus tard, les alevins refont le chemin en sens inverse, portés par le Gulf Stream, ce courant marin qui les redirige vers les côtes européennes. Cela pourrait paraître étonnant, voire incompréhensible, que ces poissons traversent ainsi un océan entier pour se reproduire, et que leurs descendants doivent également ensuite refaire le même trajet de plusieurs milliers de kilomètres en sens inverse. Mais si l'on considère que l'Atlantide se trouvait bel et bien au centre de l'océan Atlantique Nord, alors les anguilles, partant des côtes atlantes, ne parcouraient qu'un chemin relativement réduit jusqu'à la mer des Sargasses. Et ce n'est que lors de la disparition de ce continent que ces poissons ont dû poursuivre leur chemin, portés par les eaux chaudes du Gulf Stream jusqu'aux côtes européennes, pour y atteindre les fleuves et les rivières, tandis que leur instinct multimillénaire les poussait à retourner jusque dans la mer des Sargasses, plusieurs milliers de kilomètres plus loin, pour s'y reproduire. Si tel est le cas, nous aurions alors une preuve de l'existence de ce continent disparu, non pas dans des vestiges archéologiques ou dans des écrits antiques, mais tout simplement dans un cycle biologique et naturel, celui des anguilles de nos rivières. Regardons maintenant en place et lieu de cet océan afin de voir si un continent pourrait avoir disparu, avoir sombré sous les eaux, en laissant quelques indices géologiques ou topographiques. Le cœur de l'océan Atlantique est traversé par la dorsale médio-atlantique, une faille volcanique séparant les continents américains et européens, telle une cicatrice sous-marine sur le visage de notre belle planète. Cette dorsale est continue et ne laisse pas vraiment de façon indubitable la visibilité d'une masse continentale qui aurait pu être située dans cette zone, au cœur même de l'océan. On remarquera tout de même une formation assez particulière au niveau des Açores, une sorte de ligne de relief descendant en direction du sud-est, vers les îles Canaries.
Cette zone géographique se trouve bel et bien au centre de l'océan Atlantique et au large des piliers d'Hercule, ce qui correspond exactement au dire de Platon. L'archipel des Açores, totalement perdu au centre de l'Atlantique, pourrait-il être le vestige des sommets montagneux de l'Atlantide ? Le point culminant des Açores est le mont Pico, un volcan qui s'élève à 2351 mètres d'altitude. La profondeur de l'océan est quant à elle, à cet endroit du monde, au niveau de la dorsale atlantique, d'environ 2000 mètres. Donc, si un continent existait bel et bien à cet endroit, et qu'il a brutalement sombré sous les eaux, s'enfonçant dans la croûte terrestre, la hauteur de son relief serait d'environ 4300 mètres d'altitude, ce qui est totalement cohérent et en adéquation avec la hauteur moyenne des chaînes de montagnes de la planète. Si cette hypothèse est juste, l'archipel des Açores serait donc les anciens sommets des points culminants de l'Atlantide. Puisque Platon nous a stipulé qu'une chaîne de montagnes située au nord de l'île protégeait la capitale Atlante, Poséidonis, des vents du nord, cette hypothèse est donc parfaitement recevable. Une des choses particulièrement intrigantes avec l'archipel des Açores est notamment le fait que lorsque les Portugais y posèrent le pied pour la première fois en 1427, ils stipulèrent qu'il n'y avait aucun être humain, aucune ethnie indigène ni aucun peuple endémique. Pourtant, de nombreuses traces de construction et d'activités humaines y sont visibles, à l'image de cette construction pyramidale artificielle ou de ces sillons parallèles creusés dans le sol et plongeant dans la mer. Si l'on part du principe que l'Atlantide se situait bel et bien dans l'Atlantique Nord, au niveau de l'archipel des Açores, et que ce continent insulaire a brutalement disparu, on peut supposer que certains de ses habitants ont tenté de fuir la catastrophe en urgence. Une poignée d'Atlantes aurait donc pu se retrouver sur de nouvelles terres, y apportant ainsi leur culture et leurs connaissances. Compte tenu de leur maîtrise en navigation et de leur équipement naval, ils auraient probablement cherché à rejoindre les côtes voisines. D'après cette hypothèse, nous devrions donc pouvoir retrouver des traces du passage de cette civilisation sur les terres étant les plus proches. En suivant cette logique, la première terre d'accueil des Atlantes serait l'archipel de Madère, puis juste après, celle des Canaries, au large des côtes marocaines. Or, quand les Français découvrirent le groupe d'îles en 1406, ils y rencontrèrent le peuple des Gouanches. Cette population était extrêmement particulière, tant sur sa culture que sur sa répartition ethnique. En effet, le peuple Gouanche était clairement divisé en deux ethnies distinctes. L'une était de type amérindienne, à la peau mate et de taille moyenne, tandis que l'autre était de type caucasien du Nord, blanc, mesurant en moyenne 1,80 m, blond aux yeux bleus. Or, ce type de morphologie n'est pas particulièrement représentatif de cette région du monde, et nous pouvons donc légitimement nous demander quelles purent bien être leurs origines. L'archipel des Canaries n'est pas visible depuis les côtes africaines, et il est donc peu probable que les personnes qui y sont arrivées, il y a plusieurs siècles ou millénaires, l'aient fait par envie de conquête. Mais la réponse à la question des origines des Gouanches réside peut-être tout simplement dans leur culture et leurs croyances. En effet, d'après les propos rapportés par les premiers explorateurs français qui ont découvert ces îles, les Gouanches pensaient être les derniers êtres humains de la planète, les survivants d'un terrible cataclysme survenu il y a plusieurs milliers d'années. Si l'on rajoute à cela le fait que ce peuple connaissait l'écriture, l'astronomie, la momification des morts, que cet archipel possède des constructions pyramidales ainsi que la présence multiple de symboles à 3 cercles concentriques, rappelant indubitablement la ville de Poséidonis, capitale atlante, nous pouvons nous demander s'il ne s'agirait pas là des premières traces laissées par les survivants de la mythique Atlantide. Pourtant, si l'on regarde les régions limitrophes à l'archipel des Canaries, on peut encore constater de nombreuses corrélations avec la légendaire grande civilisation insulaire de l'Atlantide. Les côtes africaines les plus proches de ces îles sont le sud du Maroc, et notamment la région de l'Atlas. Une fois de plus, la terminologie de ce lieu se rapporte directement aux écrits de Platon, puisque, d'après les textes du philosophe grec, Atlas était le fils de Poséidon, le dieu des océans, et le premier roi de l'Atlantide.
Mais comme pour la dénomination de l'Atlantide en Atlantique, l'Atlas faisant référence au roi de l'Atlantide ne peut pas être présenté comme une preuve concrète. Ce n'est donc encore une fois qu'un pur hasard. Toutefois, la région de l'Atlas est également le berceau d'un peuple particulier et dont certaines caractéristiques peuvent nous laisser penser que ses origines ne sont pas forcément liées au continent où il se trouve. Les Berbères. Les Berbères sont un peuple qui s'étend géographiquement des côtes nord-ouest africaines jusqu'au Moyen-Orient, mais dont les origines, le berceau génétique, se situent dans le sud du Maroc. Cette ethnie d'Afrique du Nord arbore pourtant des caractéristiques qui ne correspondent aucunement aux critères morphologiques sémitiques de cette région du monde, et notamment des yeux bleus et des cheveux clairs, blonds ou roux. Une étude génétique et anthropologique menée en 2010 a démontré que l'origine chromosomique maternelle de ce peuple venait d'Europe, et plus précisément de la péninsule ibérique, donc de type caucasien, suite à un brassage ethnique il y a environ 9000 ans. Mais ne serait-il pas légitime de penser qu'il puisse être issu de métissage avec les Guanches blonds aux yeux bleus des Canaries, eux-mêmes probablement descendants des premiers survivants atlantes? Si tel est le cas, les caractéristiques morphologiques des Berbères seraient donc une marque de plus du passage des insulaires rescapés vers le continent que nous connaissons aujourd'hui. D'après Albert Sloman, auteur du livre Les survivants de l'Atlantide, une suite de peintures rupestres situées le long de la Méditerranée en Afrique du Nord permettrait de retracer le chemin qu'auraient parcouru les populations survivantes de l'Atlantide sur le continent africain. Certaines traductions des hiéroglyphes du temple d'Horus à Edfou font également mention de ce chemin depuis les côtes nord-atlantiques jusqu'en Égypte. Ce chemin les aurait conduits des côtes sud du Maroc jusqu'en Égypte et plus précisément jusqu'à la ville d'Abydos, berceau de l'Égypte antique et haut lieu culturel et spirituel des différents empires. Une fois de plus, nous pouvons donc noter une forte corrélation possible entre les Atlantes et l'Égypte antique, puisque d'après les dires de Platon, les connaissances que ce dernier a transmises dans ses ouvrages lui venaient directement d'anciens prêtres égyptiens. S'il paraît très probable que des survivants atlantes, arrivant des côtes atlantiques, aient parcouru le nord de l'Afrique, certains autres faits et analyses scientifiques démontrent que cette expansion pourrait s'étendre jusqu'en Europe occidentale, de la péninsule ibérique jusqu'en Écosse. Concernant les traces physiques de cette expansion, les preuves matérielles du passage de cette civilisation atlante le long des côtes atlantiques européennes, nous pouvons noter plusieurs choses entrant en corrélation. On pourra par exemple relever l'un des pèlerinages les plus connus et anciennement pratiqués d'Europe, celui de Saint-Jacques de Compostelle. Le trajet emprunté lors de ce cheminement va précisément de l'extrémité de la pointe nord de l'Espagne jusqu'aux Pyrénées, longeant la côte. Le symbole principal de ce pèlerinage est la coquille Saint-Jacques, un symbole marin très fort qui pourrait être lié directement à la navigation et au rapport des Atlantes avec la mer. Ce pèlerinage pourrait donc représenter aujourd'hui le chemin emprunté jadis il y a des milliers d'années par les survivants atlantes, que ce soit en venant accoster par bateau ou en remontant le long de la côte depuis le détroit de Gibraltar. Ce cheminement, le long des côtes atlantiques, les aurait alors conduits jusqu'au Pays basque, terre de nombreux mystères. Pour commencer, la langue basque est d'une origine inconnue et ne correspond à aucune des langues indo-européennes, dites latines ou anglo-saxonnes, que l'on trouve dans le reste de l'Europe. Presque comme si cette langue basque était venue d'ailleurs, d'un lieu, d'une époque et d'un peuple oublié. Une autre particularité de cette région fait écho avec les propos de Platon concernant les Atlantes. Le philosophe grec a mentionné dans ses écrits que les constructions de l'Atlantide étaient réalisées avec des matériaux rouges, blancs et noirs. Or, la tradition basque veut que les maisons soient précisément peintes en rouge et blanc. L'architecture typique des maisons du Pays basque arbore donc des murs blancs avec une charpente extérieure rouge.
Des analyses sanguines de la population originaire du Pays Basque ont également démontré que le taux de rhésus négatif atteignait les 27% de la population, contre 15% en moyenne sur le reste de la planète, soit le pourcentage le plus élevé au monde. Serait-il possible que cette particularité sanguine soit un vestige des survivants atlantes ? Il semblerait que le Pays Basque soit bel et bien issu d'une autre origine, d'une source différente, tant sur le point linguistique, culturel que sanguin. Si les analyses de groupes sanguins ont permis de démontrer que les habitants du Pays Basque semblaient biologiquement différents des autres peuples d'Europe, une étude haplotypique a également mis en avant une origine des peuples d'Europe occidentale pouvant soulever des questions quant à leurs véritables origines. Les haplotypes sont des marqueurs moléculaires du génome humain. Cela consiste à repérer sur un chromosome précis de notre ADN un marqueur récurrent afin de permettre sa classification et son origine. Pour faire très simple, l'étude des haplotypes d'une population permet de retracer les origines communes à une population ou à une ethnie. L'étude haplotypique des peuples européens a ainsi démontré qu'un haplogroupe précis, le R1b, était localisé le long des côtes atlantiques, depuis l'Écosse jusqu'aux Pyrénées et au Pays Basque, mais qu'il disparaissait totalement en s'éloignant des côtes vers l'est. Serait-il possible alors qu'une partie de la population européenne ne soit pas issue du mouvement migratoire provenant de l'est de l'Europe, mais qu'elle provienne de l'ouest ? De survivants atlantes, venus se réfugier sur ces terres, que ce soit par débarquement direct sur les côtes ou par cheminement depuis les côtes ouest d'Afrique du Nord. Si l'on se base sur la carte haplotypique R1b, on peut se demander si les peuples européens de la côte atlantique n'auraient pas un lien direct avec les survivants atlantes, ou du moins les descendants de ces survivants, qui seraient alors venus s'établir dans cette région du monde, non loin de leur illustre territoire désormais anéanti. En se penchant sur les civilisations ayant vécu dans ces différents endroits, on pourra remarquer que les Celtes ont laissé des marques qui, encore aujourd'hui, restent nettement visibles. En effet, les menhirs, tumulus, cromlechs et autres dolmens sont, malgré les millénaires passants, toujours bien ancrés sur ces terres. Pourtant, lorsque l'on regarde les tumulus et autres cromlechs, ne peut-on pas y voir les vestiges des cercles concentriques de Poséidonis, la grande capitale atlante, de ce lieu mythique qui était le cœur même de cette civilisation ? L'exemple le plus frappant est certainement le plus célèbre site mégalithique de Grande-Bretagne, Stonehenge. Si nous regardons le plan de ce site vu du ciel, nous pouvons clairement y voir la marque des 3 cercles concentriques, comme si chacun de ces monuments était un souvenir de ce passé lointain, où ceux qui sont un jour venus ici reconstruire leur nouvelle vie gardaient une infime parcelle de ce légendaire continent. Toutefois, puisque nous ne sommes pas en mesure de dater la réalisation d'une taille de pierre, nous ne pouvons pas établir précisément l'âge de ces monuments. Car ce n'est pas en datant des poteries, des os ou du bois brûlé trouvés non loin de ces réalisations que cela nous informera sur la date de construction. Nous ignorons toujours quelles étaient les origines des peuples ayant réalisé ces monuments. Nous ne disposons d'aucune trace écrite ou d'aucun plan nous permettant de savoir précisément qui les a réalisés, comment et pourquoi. Si nous ajoutons à cela le fait que la somme de connaissances mathématiques, géométriques, astronomiques et techniques dépasse de loin celle que nous attribuons au peuple de cette époque, il pourrait être possible que les cromlechs et autres tumulus, tout comme les multiples traces que nous venons de voir, soient directement liés aux survivants atlantes, venus échouer sur les côtes atlantiques pour tenter de faire perdurer cette grande et majestueuse civilisation qui était celle de l'Atlantide. Mais toutes ces observations ne sont que des corrélations, des points particuliers ayant un rapport plus ou moins distant avec une éventuelle expansion de survivants atlantes. Il ne s'agit donc absolument pas de preuves formelles. Pourtant, il est vrai que si toutes ces pièces de puzzle semblent s'assembler parfaitement afin d'écrire l'histoire oubliée du peuple de l'Atlantide, nous ne pouvons officiellement que les attribuer à ce fameux hasard,
omniprésent et si cher au cœur de toutes celles et ceux qui ne parviennent pas à voir le monde autrement que celui que l'on veut bien nous faire voir.